Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un témoignage clé pour comprendre l'Algérie contemporaine. Les mémoires du général Khaled Nezzar. On va s'appuyer sur des extraits de son livre avec la préface d'Ali Haroun. C'est une plongée vraiment au cœur des décennies agitées qui ont suivi l'indépendance, le regard d'un militaire qui était aux premières loges. Notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de décrypter un peu ce témoignage, d'en tirer les points importants pour mieux saisir ces moments. Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec ces mémoires, c'est qu'elles marquent une certaine rupture par rapport à un silence officiel qui a longtemps prévalu. C'est une perspective de l'intérieur sur des événements majeurs, de la crise de l'été 62 jusqu'à l'arrêt du processus électoral en 92 et tout ce qui a suivi. C'est un regard rare, en effet. Oui, sur des choses que les États mettent souvent du temps à dévoiler ou du moins à laisser raconter par les acteurs eux-mêmes. Bon, alors accrochez-vous. On va examiner ensemble ces moments charnières, ces décisions parfois très controversées, et puis les réflexions plus personnelles de cet acteur majeur. On commence par le tout début, juste après l'indépendance. L'Algérie est indépendante en 1962, mais très vite, ça chauffe à l'intérieur. Nezzar revient longuement sur cette crise de l'été 62. Oui, une période très douloureuse. Il raconte comment des unités de l'ALN, l'armée de libération nationale, qui était basée aux frontières, la sienne en faisait partie, se sont retrouvées face aux combattants de l'intérieur, les Djounoud des Wilayas 3 et 4 principalement. Une opposition armée en fait. Oui, une opposition sur la manière de prendre le pouvoir à Alger. Nezzar décrit cet ordre qu'il a reçu de Ouari Boumedienne, qui était alors à Boussada. Il lui dit de marcher sur Alger avec ses bataillons. Et la consigne était assez particulière, non? Oui, elle est restée célèbre, cette consigne rapportée par Nezzar. Je ne veux pas de sang, mais je veux que vous arriviez à Alger. Il dit avoir pris des précautions pour éviter le pire, genre ordonner à ses hommes de pointer les canons vers le bas, enfin, essayer de limiter les risques d'affrontement direct. C'est quand même un épisode fondateur et tragique. Des frères d'armes qui s'opposent. Comment Nezzar lui-même analyse ça avec le recul? Il qualifie ça de regrettable. Pour lui, c'était une conséquence inévitable des divergences politiques qui existaient déjà bien avant l'indépendance sur qui devait diriger le pays. C'est vu comme une blessure originelle, oui, qui va marquer durablement les rapports de force au sein du pouvoir algérien. Et à peine un an après, en 63, autre crise, mais externe cette fois. La guerre des sables avec le Maroc. Qu'est-ce qu'il en dit? Alors là, il est basé à Béchar. Il raconte l'intervention algérienne après que les Marocains ont occupé des postes frontaliers algériens, à Sibeida et Tinjoub. Ça a mené à la bataille principale de Merkala, près de Tindouf. Et l'armée algérienne n'était pas prête? C'est ce qu'il explique. Il parle de pertes algériennes assez lourdes. Il attribue ça à un manque d'expérience en matière de manœuvres militaires classiques, conventionnelles. L'armée algérienne sortait de la guérilla, elle avait des réflexes de guérilla, occupait les hauteurs, etc., moins adaptés à ce type de guerre frontale, face aux forces armées royales marocaines qui étaient, elles, mieux entraînées pour ça. D'accord. Il note aussi l'état assez précaire des volontaires algériens qui sont montés au front. Ils n'étaient pas toujours bien équipés, surtout pour le désert dans le sud, c'était compliqué. On avance un peu dans le temps, autre moment décisif dont parle Nezzar le 19 juin 1965, le renversement d'Ahmed Ben Bella. Quelle est sa position là-dessus? Il était pour? Ce qu'il appelle l'activisme populiste et le spontanéisme désordonné de Ben Bella. Qu'est-ce qu'il lui reprochait concrètement? Il met en avant surtout la création par Ben Bella de milices populaires. Pour Nezzar et une partie de l'armée, c'était vu comme une menace directe pour l'institution militaire nationale qui se construisait, l'ANP, l'Armée nationale populaire. Il cite aussi la démission, très symbolique, d'Ali Menjeli, qui était une figure historique respectée, de l'Assemblée nationale comme un signe du malaise. C'est intéressant comment il présente ça comme une nécessité pour la stabilité de l'État naissant. Mais la préface d'Ali Haroun, elle apporte une nuance, c'est ça? Absolument. Ali Haroun, qui préface le livre, rappelle très justement que la façon dont on qualifie cet événement redressement révolutionnaire pour les partisans de Boumedienne ou coup de force pour les autres, ça dépend beaucoup du point de vue et surtout des résultats obtenus par la suite. Mhm. Il cite cette phrase assez parlante: « Les coups de force qui réussissent sont des révolutions, ceux qui échouent des putschs ». C'est un débat qui n'est toujours pas clos en Algérie sur la nature exacte de ce 19 juin 1965. Mais après 65, il y a aussi des histoires compliquées avec l'extérieur. Nezzar raconte une anecdote avec l'Égypte de Nasser, non? Sur de l'armement. Oui, une mission assez significative qu'il a menée en 1965. Il était alors directeur du matériel à l'ANP. Le but, c'était de récupérer l'armement lourd que l'ALN avait stocké en Égypte et en Libye.
pendant la guerre de libération. Et ça s'est bien passé? En Libye, oui, apparemment. Mais au Caire, ça coince. Les responsables militaires égyptiens refusent de rendre une partie importante du matériel, le plus récent notamment, et ils sortent une lettre. Une lettre? Oui, une lettre qui aurait été signée selon Nézar par l'attaché de défense algérien de l'époque, donc sous Ben Bella, disant que Ben Bella mettait cet armement à la disposition de l'Égypte, en gros un don. Ah, d'accord. Et comment Boumedienne a réagi à ça? Nézar décrit une colère moire de Boumedienne quand il apprend ça, et qu'il voit la lettre, parce que ça voulait dire la perte d'un équipement vraiment considérable, de quoi équiper une bonne partie de l'infanterie de l'artillerie algérienne. C'était énorme. Ça montre un peu les limites du panarabisme de l'époque, peut-être. Exactement. Ça illustre bien que derrière les grands discours sur l'unité arabe, les intérêts nationaux prenaient souvent le dessus dès qu'il y avait des enjeux concrets, comme du matériel militaire. Avançons encore. On arrive à la période après la mort de Boumedienne, fin 1978. Comment Nézar voit l'arrivée de Chadli Benjedid au pouvoir? Alors, il la présente un peu comme la conséquence d'un vide. Un vide politique et stratégique laissé par Boumedienne qui, d'après Nézar, n'avait pas vraiment préparé sa succession. Il dépeint Chadli comme quelqu'un qui, au départ, n'aspirait pas forcément au pouvoir suprême. Il était hésitant? Oui, Nézar utilise l'image un pas en avant, deux en arrière. Il suggère que Chadli aurait été poussé par certains groupes d'intérêts, certains clans au sein du système. Il va même jusqu'à dire que Boumedienne lui-même songeait à écarter Chadli du commandement militaire pour le mettre ailleurs dans une structure politique. Et ensuite, la présidence Chadli elle-même. Comment Nézar la juge? Dans ses écrits ou plus tard? Le bilan qu'il en dresse est assez critique, globalement. Il part d'un malaise perceptible qui s'installe, d'un règne de la suspicion, avec des clans qui s'observent, qui s'espionnent. Sur l'économie, il est intéressant, il critique moins la corruption. Ah oui, l'affaire des 26 milliards, il minimise. Oui, il minimise cette affaire des 26 milliards de dollars qui auraient été détournés. Pour lui, c'était surtout un prétexte politique utilisé plus tard. Ce qu'il critique vraiment, c'est ce qu'il appelle l'ineptie de certaines politiques économiques, basé uniquement sur la rente pétrolière, sans vision à long terme, sans investissement productif. Il parle aussi d'un problème de fonctionnement des institutions, non? Tout à fait. Il dénonce l'ingérence, selon lui, croissante du FLN, le parti unique à l'époque, dans la gestion quotidienne de l'État. L'avis du Mouafid, le responsable local du parti, qui primait souvent sur celui du technicien, de l'expert. Ça contribuait, d'après lui, à une certaine paralysie, à un malaise général. Et il n'est pas tendre avec certaines personnalités nommées par Chadli? Non, il n'hésite pas à qualifier, disons, d'incompétentes certaines figures clés. Il cite notamment Mostafa Bellousif, qui a été chef d'état-major puis secrétaire général de la Défense, ou Abdelhamid Brahimi, qui a été Premier ministre pendant une longue période. On sent une critique assez forte de cette période, ce qui nous amène logiquement aux événements d'octobre 1988. Un vrai choc. Comment Nézar interprète ce soulèvement? C'est juste un ras-le-bol social pour lui? Pas seulement. C'est beaucoup plus que ça pour lui. Il reconnaît bien sûr qu'il y avait un profond ras-le-bol populaire lié à la crise économique, sociale, politique. Ce ras-le-bol a servi de détonateur, il a amplifié le mouvement, c'est clair. Mais Nézar voit octobre 88 avant tout comme une véritable tentative de déstabilisation du pays. Une insurrection organisée, il dit même. Exactement. Il insiste sur le caractère coordonné des émeutes dans plusieurs grandes villes en même temps, sur le ciblage systématique des symboles de l'État. Les mairies, les postes de police, les sièges du FLN, les magasins d'État. Et sur l'utilisation d'armes blanches, de cocktails Molotov par des groupes qu'il juge organisés. Pour lui, ça suggère qu'il y avait un véritable état-major derrière qui manipulait la colère populaire. Face à ça, l'intervention de l'armée, l'ANP, comment il la justifie? Il la présente comme une nécessité absolue, pour établir l'ordre, pour stopper ce qu'il voit comme une dérive vers l'anarchie complète. D'après lui, l'ordre d'intervenir a été donné par le président Chadli le 5 octobre au soir. Mais il reconnaît des difficultés. Oui, il reconnaît que ce recours à l'armée a été tardif et surtout que l'armée n'était pas préparée pour ce type de mission de maintien de l'ordre à grande échelle. Il souligne le manque de moyens adaptés, notamment l'absence de balles en caoutchouc à l'époque. Et l'usage de la force létale fera l'eau, hein. Il affirme que des efforts ont été faits pour minimiser les pertes humaines, mais il admet que l'ordre de tirer a dû être donné dans des situations extrêmes. Par exemple, quand des militaires ou même des blindés étaient directement attaqués, encerclés, menacés par des assaillants avec des cocktails Molotov. C'était, selon lui, une question de légitime défense dans certains cas. Reste la question
très lourde, très sensible de la torture pendant la répression. Qu'est-ce qu'il en dit dans ses mémoires? Il aborde ce point de front, oui. Il reconnaît qu'il y a eu des sévices et brutalités. Il qualifie ces actes de salissure qu'il faudra s'employer à effacer. C'est fort comme mot. Mais il nie une politique organisée. Exactement. Il rejette catégoriquement l'idée que la torture était une politique institutionnalisée, ordonnée par le haut commandement militaire ou politique. Pour lui, ces actes sont le fait de personnes zélées, des individus qui ont agi de leur propre chef, peut-être par excès de zèle, en pensant bien faire ou servir le régime, mais sans ordre direct. Il se dit même persuadé que le président Chadli n'était pas au courant de ces pratiques sur le moment. Et il prend la défense du général Lekale Hayat, qui était le chef de la sécurité militaire à l'époque et qui a été limogé juste après. Pour Nezzar, Lekale Hayat a été un bouc émissaire, injustement blâmé pour des actes qu'il n'avait pas ordonnés. Bon, cette thèse des personnes zélées, elle reste évidemment très controversée et difficile à entendre pour les victimes et les défenseurs des droits humains. Est-ce que Nezzar va plus loin sur l'origine de ces événements? Il parle de complot. Oui, il développe assez longuement la thèse d'un complot, ou en tout cas d'une manipulation derrière Octobre 88, mais il regrette qu'il n'y ait jamais eu d'enquête officielle vraiment approfondie pour identifier précisément les auteurs et les commanditaires. Il a des hypothèses? Il avance plusieurs pistes, sans vraiment trancher. Ça pourrait être des luttes de clans au sein même du pouvoir, certains voulant affaiblir Chadli ou l'aile réformatrice. Ça pourrait être des groupes opposés aux réformes économiques ou à la restructuration de l'armée qu'il était en train de mener. Ça pourrait être certains éléments du FLN hostiles au changement. Il évoque même la possibilité d'influence externe, sans préciser. Donc un plan initial qui aurait dérapé? C'est un peu son analyse, oui. L'objectif initial des manipulateurs, quel qu'il soit, aurait été complètement dépassé par l'ampleur et la violence de la colère populaire qui a pris le dessus. C'est complexe. Après ce séisme d'octobre 88, il y a la nouvelle constitution de 1989 qui ouvre la voie au multipartisme. Mais Nezzar, lui, il émet des réserves, c'est ça? Notamment sur les partis religieux. Tout à fait. Il critique ouvertement, dans ses mémoires, la décision d'avoir légalisé les partis politiques fondés sur une base religieuse. Il vise très clairement le FIS, le Front islamique du salut, qui va connaître une ascension absolument fulgurante dès sa création. Qu'est-ce qu'il décrit de cette période? Il décrit une montée progressive mais rapide de la tension. Il parle de l'utilisation systématique des mosquées comme des tribunes politiques par le FIS, des manifestations, des marches quasi permanentes qui défient ouvertement l'autorité de l'État, une sorte de surenchère constante. Et il semble aussi critiquer l'attitude du pouvoir à ce moment-là, une forme de passivité. Oui, il évoque ce qu'il perçoit comme une sorte de complicité, ou du moins une stratégie très ambiguë de la part du président Chadli et de son chef de gouvernement de l'époque, Mouloud Amrouche. Complicité, carrément. C'est le mot qu'il emploie. Selon lui, ils auraient un peu laissé faire le FIS, laissé le FIS occuper l'espace public, l'espace politique, peut-être dans l'idée de canaliser cette force ou de l'utiliser contre d'autres clans du pouvoir. Il cite même une phrase qui aurait été dite par Amrouche, mais qui pendant ce temps va me tenir la rue, comme pour suggérer une sorte de calcul politique un peu cynique. Et la situation finit par exploser en 1991 ? Tout à fait. En juin 1991, le FIS lance une grève générale qui dégénère très vite en mouvement quasi insurrectionnel, avec l'occupation pendant plusieurs jours de places publiques emblématiques à Alger, comme la place des Martyrs ou la place du 1er mai. Nezzar lui-même a été visé, non? Oui, il raconte personnellement une attaque contre sa propre voiture par des manifestants armés. Son véhicule d'escorte aurait même été touché par des balles. C'était très tendu. Face à cette escalade et à l'incapacité apparente des forces de police à gérer la situation, l'état de siège est finalement décrété. L'armée intervient. Oui, l'armée intervient pour évacuer les places occupées. Le gouvernement Amrouche démissionne dans la foulée. Et peu de temps après, les principaux leaders du FIS, Abbassi Madani et Ali Belhadj, sont arrêtés pour appel à la sédition. C'est une rupture majeure. Ce qui nous amène directement aux élections législatives de décembre 1991 et à l'événement capital de janvier 1992, l'arrêt du processus électoral après la très large victoire du FIS au premier tour. Comment Nezzar justifie ces décisions qui restent extrêmement controversées dans le monde entier? Alors là, sa justification est très claire, même si elle est contestée. Il la présente comme un impératif de survie de la démocratie naissante. C'est ses mots.
face à ce qu'il décrit comme une vague d'angoisse qui aurait parcouru le pays après le premier tour, y compris, dit-il, chez une partie des électeurs du FIS eux-mêmes, il affirme que l'interruption était une thérapie, douloureuse mais nécessaire. Une thérapie pour éviter quoi, selon lui? Pour éviter une guerre civile qu'il jugeait inévitable si le fils arrivait au pouvoir, et pour empêcher l'instauration d'un État moyenâgeux et théocratique. Il rappelle que le fils qualifiait ouvertement la démocratie de coufre, d'impiété. Donc pour lui, l'enjeu était la nature même de l'État algérien. C'est une justification très forte. On arrête une élection démocratique pour sauver la démocratie. Est-ce qu'il insiste sur la manière dont ça s'est passé, sur la procédure? Oui, il insiste beaucoup là-dessus. Pour lui, ce n'était pas un coup d'État militaire classique. Il soutient que la démission de Chadli, le 11 janvier 1992, était un acte volontaire, négocié en amont, pour éviter un vide institutionnel total et le chaos. Négocier avec qui, jury? L'armée? Il détaille le processus. D'abord, une consultation du Conseil constitutionnel, qui constate la vacance du pouvoir, puisque le mandat de l'Assemblée nationale était terminé et que le président démissionnait. Ensuite, une prise en main temporaire par le Haut Conseil de sécurité, HCS, puis la création du Haut Comité d'État, HCE, qui était une instance collégiale de transition composée de civils et de militaires. Et c'est là qu'intervient le retour de Mohamed Boudiaf. Exactement. Nézar raconte comment ils ont fait appel à Mohamed Boudiaf, cette figure historique de la Révolution qui était en exil au Maroc depuis des décennies. Son retour pour présider le HCE a suscité un immense espoir dans le pays. Un espoir de rassemblement, de sortie de crise par le haut. Un espoir qui sera malheureusement et tragiquement brisé par son assassinat à Annaba, quelques mois plus tard, en juin 1992. Et pendant toute cette période de crise gravissime en 1992, quel rôle Nézar attribue-t-il à l'armée, à l'ENP? Il souligne sans cesse la cohésion de l'institution militaire. Pour lui, c'est cette cohésion qui a été absolument déterminante pour éviter l'effondrement total de l'État à ce moment-là. Il attribue d'ailleurs cette solidité, en partie, à la restructuration profonde de l'armée qu'il avait lui-même entreprise dans les années précédentes. C'est-à-dire? La création d'un état-major général, de commandement de forces terre, air, mer, la réorganisation en divisions, tout ça a permis, selon lui, de centraliser le commandement et de maintenir l'unité de l'armée face aux tentatives de déstabilisation. Et face aux critiques internationales, parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, énormément. Il cite notamment la France et des personnalités comme Michel Rocard qui ont qualifié les événements de coup d'État antidémocratique. Nézar rétorque très vigoureusement à ces critiques. Pour lui, au contraire, cette intervention a sauvé le processus démocratique algérien qui était menacé par un parti qu'il jugeait totalitaire et fondamentalement hostile à la démocratie. C'est sa défense. Au-delà de ces grandes crises internes, Nézar parle aussi des relations de l'Algérie avec ses voisins et d'autres pays. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Oui, il évoque ces relations souvent complexes, faites de haut et de bas. Avec la Tunisie, par exemple, il mentionne des incidents à la frontière. L'Algérie a détruit une route construite par les Tunisiens dans une zone contestée, mais il parle aussi de coopération sécuritaire. Et avec la Libye de Kadhafi? Avec la Libye, il raconte un projet qui n'a pas abouti, l'envoi de troupes algériennes pour soutenir Kadhafi dans son conflit avec le Tchad. Le projet a été annulé parce que les exigences logistiques des Libyens étaient jugées inacceptables par Alger. Le Maroc? Avec le Maroc, c'est toujours tendu. Il critique de déclarations du roi Hassan II qui, selon lui, aurait souhaité que le processus électoral aille jusqu'au bout en Algérie en 1992, ce qui sous-entendait une victoire du fils. Plus largement, Nézar se montre très critique envers la réaction de certains pays arabes qu'il appelle frères et aussi de pays occidentaux pendant la décennie noire des années 90. Il les accuse soit d'avoir soutenu le fils, directement ou indirectement, soit d'avoir condamné l'État algérien sans comprendre la complexité de la situation et la menace terroriste. Il revient aussi sur son propre parcours, sa vision de l'armée. Oui, beaucoup. Il insiste sur l'importance de la restructuration de l'ANP qu'il a conduite. Pour lui, c'était crucial pour que l'institution puisse tenir face aux crises. Il partage aussi ses réflexions tirées de sa double formation, à l'école de guerre en France, puis à l'Académie d'état-major en Union soviétique. Il cherchait à définir une doctrine militaire spécifiquement algérienne, axée sur la manœuvre, la technologie, mais aussi la valorisation des hommes. Il y a aussi cette anecdote assez étonnante sur sa rencontre avec le roi Fahd d'Arabie Saoudite. Ah oui, c'est assez marquant. Une rencontre à Riyad, peu de temps après l'assassinat de Boudiaf.
Selon Nézar, le roi Fahd aurait eu des mots très durs envers les islamistes radicaux, les qualifiant de non-musulmans. Il lui aurait conseillé la plus grande fermeté en répétant plusieurs fois « El Rassa », ce qui veut dire « le bâton ». Et sur le financement du fils? Le roi Fahd aurait nié tout soutien de l'État saoudien au fils, mais il aurait admis qu'il pouvait y avoir des financements privés, incontrôlés, venant de ressortissants saoudiens. C'est un éclairage intéressant sur les positions parfois ambiguës de certains régimes de la région face à l'islamisme politique à cette époque. Et pour finir, comment il conclut ses mémoires, Algy? Quel est son message final? Il termine par un appel assez fort à une écriture honnête de l'histoire algérienne. Une histoire qui soit inclusive. Il plaide notamment pour la reconnaissance de la contribution des DAF. Les DAF? Oui, les déserteurs de l'armée française. Ces militaires français d'origine algérienne qui ont déserté pour rejoindre l'ALN pendant la guerre d'indépendance. Une catégorie qui a souvent été marginalisée, selon lui, après l'indépendance. Plus largement, son message final, c'est un appel à la justice, à l'égalité des chances, au rejet de l'exclusion, pour pouvoir enfin rassembler tous les Algériens. Et malgré tout, malgré les crises terribles, il réaffirme sa conviction que la démocratie reste l'horizon incontournable pour l'avenir du pays. Voilà, on a fait un tour d'horizon, forcément un peu rapide, mais quand même assez dense, de ces mémoires du général Nézar. C'est un témoignage direct, de l'intérieur, parfois brutal, et qui suscite toujours beaucoup de débats sur des décennies vraiment fondamentales de l'histoire algérienne. Oui, ce qui ressort très fort, je trouve, c'est vraiment la perspective de ce militaire de très haut rang, confronté à des crises politiques majeures, 65, 88, 92. Et sa justification constante des actions qui ont été entreprises, notamment l'implication de l'armée dans la politique. Toujours au nom de la sauvegarde de l'État, ou même, selon ses propres termes, de la sauvegarde de la démocratie elle-même. C'est une pièce essentielle du puzzle, en tout cas. Essentiel, oui, pour comprendre ces événements. Mais il faut garder à l'esprit que c'est la vision d'un acteur spécifique, avec son propre parcours, ses propres motivations, ses propres interprétations. Ce n'est qu'une version de l'histoire, même si elle est importante. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Forcément, ça soulève des questions qui sont toujours d'actualité. Quelle est la part de l'auto-justification, du plaidoyer personnel, dans le récit d'un homme qui a été au cœur de pouvoirs et de décisions aussi lourdes? Comment ce type de témoignage dialogue ou s'oppose à une histoire officielle parfois encore incomplète, et surtout à la mémoire collective algérienne qui est multiple. Et peut-être, pour finir, une question à laisser en suspens. Dans quelle mesure est-ce que le parcours, les choix d'une figure comme Khaled Nézar, qui incarne si bien cette interaction très forte, très complexe entre le militaire et le politique en Algérie, dans quelle mesure tout ça continue d'influencer les débats d'aujourd'hui sur l'identité nationale, sur le rôle de l'armée, sur les chemins possibles vers un avenir démocratique plus stable? Vaste question. De quoi continuer à réfléchir? Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.